Il est rentré chez lui plus tôt que prévu et a surpris sa femme de ménage en train de danser pieds nus dans sa cuisine. Il aurait pu la renvoyer sur le champ. Il aurait pu faire comme si de rien n'était. Mais ce qu'il a fait à la place, personne dans son entourage ne l'a vu venir. Avant qu'on rentre dans cette histoire, j'ai besoin de quelque chose de ta part. Dis-moi dans les commentaires d'où tu me regardes en ce moment. Dakar, Abidjan, Paris, Bruxelles, Montréal, peu importe. Je veux te lire. Je veux savoir qui est là avec moi. Et si tu n'es pas encore abonné, clique maintenant, active la cloche, parce que les histoires comme celle-là, tu ne veux pas les rater. Allez, on commence. Sa demeure était immense et froide d'une froideur non pas climatique mais humaine, 5 chambres que personne ne réchauffait, 3 salons que personne n'animait, un jardin avec une piscine que l'on entretenait par habitude plutôt que par usage, et des tableaux au mur qu'un décorateur avait choisi à sa place et qu'il regardait parfois comme on regarde un texte dans une langue qu'on n'a jamais apprise. Les employés, eux, avaient vite compris les règles non écrites de la maison. Faire son travail, le faire bien, ne pas déranger monsieur, ne pas chercher à exister davantage que nécessaire. Ceux qui ne saisissaient pas ces règles ne restaient pas longtemps. Il avait été marié une fois, à 30 ans, à une femme intelligente et belle qu'il aimait réellement. Elle avait tenu 4 ans. 4 ans à essayer d'allumer quelque chose chez un homme qui avait décidé quelque part dans sa tête que les émotions étaient dangereuses, avant de partir un mardi matin sans drame ni cri, laissant simplement une valise et un mot sur la table de cuisine. Je te souhaite de trouver ce qui te manque. Moi, j'abandonne. Il n'avait pas pleuré ou c'est ce qu'il disait. Depuis, l'argent avait continué d'affluer, l'empire de continuer à s'étendre, et Malik de continuer à rétrécir intérieurement sans que personne ne s'en aperçoive, parce que de l'extérieur, il avait l'air parfait. C'est souvent comme ça que ça marche. Espoir Touré arriva un lundi matin, recommandée par une agence de placement. Elle avait 20 ans, un visage doux avec des yeux qui semblaient toujours sur le point de sourire même quand la situation ne s'y prêtait pas, et cette façon de quelqu'un qui a appris à ne pas rater les opportunités d'écouter les instructions avec un sérieux total. Madame Connet, la gouvernante principale, la regarda repartir avec l'œil de celle qui en avait déjà vu défiler 50 en 3 ans. Encore une nouvelle. Combien de temps celle-là va-t-elle tenir? Ce que Madame Connet ne savait pas encore, c'est qu'Espoir portait son prénom non pas comme une ironie mais comme une conviction profonde. Elle savait très bien ce que c'était que la difficulté, elle la connaissait de près, intimement, depuis le jour où sa mère Fiona avait reçu un diagnostic de maladie rénale sévère alors qu'Espoir était en 2e année de licence en gestion des entreprises. Elle avait regardé les factures médicales s'empiler sur la petite table de leur appartement du quartier populaire, regardé son petit frère Sékou, 12 ans à l'époque, qui ne comprenait pas tout mais qui avait la peur dans les yeux, et elle avait pris sa décision. Elle avait posé ses livres, quitté l'université, et commencé à travailler. Pas parce qu'elle n'aimait plus les études, elle les aimait plus que tout, mais parce que sa famille avait besoin d'elle maintenant, et qu'elle était du genre à faire ce qui doit être fait, même quand ça fait mal. Il lui arrivait, tard le soir, de pleurer doucement dans son oreiller. Mais le matin, elle se relevait et recommençait. Ce fameux soir de jeudi, Malik rentra plus tôt que d'habitude à cause d'une réunion qui s'était terminée avant l'heure, ce qui ne lui arrivait jamais. Il gara sa voiture, traversa le jardin, poussa la porte de service, et entendit quelque chose au fond du couloir, de la musique. Une chanson douce, une voix de femme, quelque chose de mélancolique et de joyeux à la fois, une de ces mélodies qui ressemblent à un souvenir qu'on n'a pas vécu mais qu'on reconnaît quand même. Il s'approcha sans faire de bruit. La porte de la cuisine était entr'ouverte. Espoir dansait. Pas une danse apprise ni calculée, elle tournait lentement sur elle-même, les yeux fermés, les bras légèrement levés, les pieds nus sur le carrelage, un tablier autour de la taille, et sur son visage ce sourire lumineux et sincère qui ne demande la permission de personne. Malik resta là sans bouger pendant 1 minute, peut-être 2, et il se passa dans sa poitrine quelque chose qu'il ne sut pas tout à fait nommer, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur qu'on croyait cassé depuis longtemps, une sensation de chaleur légère et timide, semblable au premier rayon de soleil d'une matinée d'hiver. Il recula d'un pas, fit exprès de claquer la porte, et entra dans la cuisine d'un air parfaitement normal. Espoir sursauta si fort qu'elle faillit renverser la casserole, se retourna, les yeux grands ouverts, la main sur le cœur, et quand elle vit que c'était lui l'homme dont tout le monde lui avait dit ne le dérange jamais, fais ton travail et disparaît, elle blêmit. Elle se précipita pour éteindre la musique sur son téléphone en s'excusant. Malik la regarda faire, et alors se produisit quelque chose que les employés de cette maison auraient trouvé aussi étrange que de voir la piscine décoller du sol. Le coin de sa bouche se retroussa légèrement, pas vraiment un sourire, juste un frémissement, mais c'était déjà révolutionnaire. « Continue à surveiller la sauce, » dit-il simplement. Et il sortit de la cuisine. Les jours suivants furent étranges pour lui. Il se surprenait à rentrer à des heures qui n'étaient pas les siennes, pas de façon flagrante, mais il rentrait quand même,
et sans trop s'en rendre compte ses pas le menaient parfois vers la cuisine, vers cet endroit où Espoir faisait désormais partie du décor. La vraie conversation arriva par hasard, comme souvent les choses importantes. Un matin, il trouva un manuel d'économie posé sur la table de la salle à manger, les pages cornées, des annotations au crayon dans les marges, pas le genre de lecture qu'une femme de ménage emporte d'habitude. Quand Espoir entra pour nettoyer, il posa le livre entre eux sur la table et lui demanda simplement si c'était à elle, pourquoi elle avait étudié l'économie, pourquoi elle avait arrêté. La question était directe, presque brusque, mais sans jugement, juste une curiosité nue. Elle lui dit la vérité, sa mère, la maladie, les factures, son petit frère, l'université abandonnée en 2e année avec mention bien. Il écouta sans l'interrompre, sans changer d'expression, mais il écouta vraiment. Puis il prit son café et sortit, et Espoir resta là à se demander ce que cette conversation voulait dire, concluant sagement que probablement rien, les gens riches posent des questions parfois. 2 semaines plus tard, Madame Connet la convoqua dans le petit bureau au mur beige et posa sur la table une enveloppe. Monsieur Diallo l'avait inscrite à l'université, reprise en 2e année, frais intégralement couverts, travail le matin, études l'après-midi. Espoir fixa l'enveloppe sans la toucher, avec l'impression que si elle la touchait elle allait se réveiller. Quand elle demanda pourquoi, Madame Connet haussa les épaules, « Je ne suis pas dans la tête de monsieur ». Espoir prit l'enveloppe, la tint dans ses mains, et dans ce petit bureau elle pleura pas de chagrin, mais de surprise, de gratitude, de cette émotion qui ressemble à quelqu'un qui marche depuis longtemps dans le noir et aperçoit enfin une lumière au loin. Ce soir-là, elle alla trouver Malik dans son bureau où il était penché sur ses dossiers. Elle lui dit qu'elle ne savait pas comment le remercier. Il leva les yeux, la regarda, et répondit « Finis tes études. C'est la seule façon de me remercier. » Ce n'était pas romantique, ce n'était pas élégant, mais pour Espoir c'était la plus belle chose qu'on lui avait dite depuis longtemps. Les mois qui suivirent furent une période de transformation douce et régulière, comme les saisons qui changent sans qu'on les voie tourner. Espoir allait à l'université l'après-midi et revenait avec des étoiles dans les yeux, rattrapant tout avec une maturité qu'elle n'avait pas 2 ans plus tôt, si bien que les professeurs la remarquèrent rapidement. Et chez Malik, quelque chose de discret et d'irréversible était en train de se passer. Il se mit à parler davantage, pas beaucoup. Malik ne serait jamais le roi de la conversation légère, mais quand Espoir passait le matin il lui posait parfois une question sur ses cours, et lui, cet homme qui dirigeait des équipes de dizaines de personnes depuis 20 ans, écoutait cette jeune femme de 20 ans lui parler de théorie économique avec une attention que ses propres directeurs n'obtenaient pas toujours en réunion. Un matin, pendant qu'elle lui expliquait avec passion et les mains qui gesticulaient la valeur de l'humain dans le capital d'une entreprise, elle dit sans y penser que c'était exactement ce qu'il aurait pu appliquer dans son département des ressources humaines 10 ans plus tôt s'il avait écouté ses équipes. Il y eut un silence. Espoir ouvrit la bouche pour s'excuser. Mais Malik éclata d'un rire court, bref, surpris, comme si son propre rire l'avait pris de court. Il se reprit, toussa, regarda ses papiers. Mais c'était trop tard. Il avait ri, et si elle avait regardé dans le reflet de la fenêtre en tournant les talons pour aller finir son travail, elle aurait vu qu'il souriait encore. Un soir de pluie, il la trouva assise dans le couloir avec son téléphone dans les mains et le visage inquiet. Sa mère devait rappeler à 19h pour lui dire comment s'était passé le rendez-vous médical, et il était 20h. Malik sortit son téléphone, appela son assistante, obtint le numéro de l'hôpital, vérifia lui-même que Fiona Touré était bien rentrée chez elle, le tout en 5 minutes. Espoir le fixa, stupéfaite. « Comment vous faites ça aussi vite ?» Il hésita, puis avec une légèreté maladroite qui n'était pas encore tout à fait naturelle chez lui mais qui essayait, il répondit « Je ne sais pas danser. Alors j'ai développé d'autres talents. » Elle rit, un rire franc, chaud, qui remplit le couloir comme si on y avait allumé toutes les lumières en même temps. Et pour la 2e fois de sa vie d'adulte, Malik sentit cette chaleur dans la poitrine, ce dégel progressif d'un endroit qu'il avait cru glacé pour toujours. Elle passa son diplôme 18 mois plus tard, mention très bien. Elle sortit de la salle d'examen en pleurant et en riant en même temps, assise sur les marches de l'université dans sa robe de cérémonie avec ses chaussures qui lui faisaient mal aux pieds, appelant sa mère pendant que Sékou lui envoyait un message avec 15 points d'exclamation et une série d'émojis qui n'avaient aucun sens mais qui voulaient tout dire. Et Malik était là, pas sur les marches, pas de façon théâtrale, il attendait près de sa voiture un peu à l'écart, comme quelqu'un qui ne veut pas s'imposer dans un moment qui appartient à quelqu'un d'autre, mais il était là. Quand elle l'aperçut, elle traversa le parvis, sans réfléchir ni calculer, le serra dans ses bras. Il resta rigide une demi-seconde, cet homme qui n'avait pas été vraiment touché par quelqu'un depuis des années, puis lentement ses bras bougèrent et il la serra aussi, brièvement, maladroitement, sincèrement. Le mois suivant, il lui proposa un poste de chargé de développement dans le département innovation de son entreprise, pas un poste bidon, un vrai poste avec de vraies responsabilités,
parce qu'il avait vu comment elle pensait. Les autres employés parlèrent, bien sûr. Une ancienne femme de ménage aux côtés des cadres, ça fait jaser. Il y eut des regards obliques, des conversations qui s'arrêtaient quand elle entrait dans une pièce. Espoir n'était pas aveugle, et elle ne fit qu'une chose, travailler 2 fois plus dur que tout le monde. En moins de 3 mois, les sourires en coin avaient changé de nature, ce n'était plus de la moquerie, c'était du respect. Ce que Malik essayait d'ignorer depuis des mois parce qu'il ne savait pas très bien comment faire avec, c'est qu'il pensait à elle pas comme un adolescent, non, mais elle était là, dans ses pensées. Quand il lisait un article économique en se disant qu'elle trouverait ça intéressant, quand il rentrait le soir dans sa grande maison et sentait l'absence différemment maintenant, comme si le vide avait une forme, comme si ce qui manquait avait un prénom. Il ne fit rien de tout ça pendant longtemps, parce que dans sa tête la situation était compliquée, elle avait 22 ans, lui 46, elle avait travaillé dans sa maison, il l'avait aidé financièrement, il y avait 1000 raisons de rester exactement là où ils en étaient. Mais la vie a une façon de bousculer les plans des hommes prudents. Un soir, tard au bureau, ils finissaient un dossier ensemble quand elle dit en passant qu'elle aimait travailler ainsi, à deux, sur quelque chose qui avait du sens, qu'avant elle avait peur de ne jamais retrouver ce sentiment que ce qu'elle faisait comptait vraiment. Et sans vraiment le décider, sans y avoir réfléchi pendant des semaines comme il le faisait avec tout le reste, Malik dit « Tu comptes ». 3 mots, simples et directs. Elle le regarda, et dans ses yeux il lut quelque chose qu'il reconnut parce qu'il le portait depuis des mois aussi, une question, une espérance, une hésitation douce. Rien d'autre ne fut dit ce soir-là. Ils rangèrent leurs affaires, partirent chacun de leur côté. Mais quelque chose d'irréversible avait changé dans l'air entre eux. Ce fut Malik qui parla le premier, un soir dans le jardin de la grande maison, assis près de la piscine que personne n'utilisait jamais. Il lui dit qu'il ne savait pas faire les choses doucement, qu'il n'avait jamais appris, mais qu'il savait ce qu'il ressentait et qu'elle méritait que quelqu'un ait le courage de le lui dire en face. Depuis le soir où il l'avait vu danser dans sa cuisine, quelque chose avait changé pour lui, lentement, sans qu'il le cherche, sans qu'il sache que c'était encore possible et il ne voulait pas faire semblant que ça n'existait pas. Espoir regarda la piscine un long moment. Puis elle se tourna vers lui et lui dit ce que sa mère lui avait dit la première fois qu'elle lui avait parlé de lui, « Méfie-toi des hommes riches et solitaires. Soit ils te brisent, soit tu les sauves. Et dans les 2 cas, ça te coûte quelque chose. » Malik demanda ce qu'elle avait répondu. Elle sourit doucement. Je lui ai dit qu'elle avait peut-être raison. Mais que certaines choses valent la peine de coûter quelque chose. Ce soir-là, il n'y eut pas de grands gestes ni de scènes de film, juste 2 personnes assises au bord d'une piscine, dans le silence d'une grande maison qui commençait, tout doucement, à ressembler à un foyer. Ce qui se passa ensuite surprit tout l'entourage de Malik. Il alla rencontrer Fiona un samedi matin, tout seul, sans chauffeur, dans le petit appartement du quartier populaire où Espoir avait grandi. Fiona l'accueillit avec cette dignité des femmes qui ont peu mais donnent beaucoup, le servit en thé et l'observa de ses yeux calmes et intelligents qui ne rataient pas grand-chose. Ils parlèrent pendant 2 heures. Malik ne chercha pas à impressionner et ne parla pas d'argent, il parla d'espoir, de ce qu'il voyait en elle, de ce qu'elle lui avait apporté sans le savoir, de ses intentions claires et sérieuses. Fiona l'écouta et le questionna avec une franchise qui aurait intimidé n'importe qui. À la fin, elle dit « Ma fille a une lumière en elle. Vous le savez déjà, sinon vous ne seriez pas là. Ce que je vous demande, c'est de ne jamais éteindre cette lumière, peu importe ce qui arrive entre vous. » Malik répondit « C'est la seule chose que je vous promets. » Fiona acquiesça lentement, puis lui resservit du thé, ce qui dans sa façon elle voulait dire accord. Sékou, lui, réagit à sa façon. 15 ans, grand pour son âge, méfiant comme peuvent l'être les adolescents qui ont trop tôt compris que la vie n'était pas toujours juste. Quand il rencontra Malik pour la première fois, il lui serra la main en le regardant droit dans les yeux et dit « Si vous faites pleurer ma sœur, je trouverai un moyen de vous rendre la vie compliquée. » Malik le regarda sans ciller. « C'est un arrangement qui me convient. » Et Sékou, malgré lui, trouva ça bien. La grande décision vint ensuite. Un dimanche, Malik réunit tout le monde dans le grand salon et leur dit simplement que cette maison était trop grande pour une seule personne, qu'elle avait besoin de monde, et qu'il aimerait qu'ils viennent vivre ici. Fiona lui demanda s'il était sérieux. « Je ne plaisante jamais. »« Je sais. C'est justement pour ça que je pose la question. » Ce fut la première fois que Malik rit vraiment devant d'autres personnes, un vrai rire, pas un frémissement retenu, un rire franc qui résonna dans ce grand salon qui n'avait jamais entendu autre chose que des pas feutrés et des réunions de travail. Madame Koné, qui passait dans le couloir à ce moment-là, s'arrêta net, colla une oreille discrète à la porte, entendit ce rire, resta là 30 secondes sans bouger, puis s'en alla d'un pas rapide en murmurant que les temps changeaient vraiment. Fiona et Sékou emménagèrent 2 semaines plus tard, et ce fut la transformation de la grande maison silencieuse. Sékou s'appropria le jardin immédiatement,
y installa un filet de basket improvisé, invita des amis, créa une zone de bruit joyeux que Malik regardait parfois depuis sa fenêtre avec une expression qu'on ne lui avait jamais vue, la légèreté. Fiona, dont la santé s'était améliorée grâce à de meilleurs soins, investit la cuisine avec la désinvolture de quelqu'un qui cuisine comme d'autres respirent. Et pour la première fois la grande maison sentit la nourriture préparée avec amour, les épices, le beurre qui chauffe, les odeurs d'un vrai foyer. Un soir, Malik rentra et trouva Sekou à plat ventre dans le couloir avec ses devoirs de mathématiques étalés tout autour de lui, bloqué sur un problème. L'adolescent leva la tête avec l'air de quelqu'un qui a épuisé toutes les solutions et demanda simplement s'il était fort en maths. Malik posa sa veste sur la chaise la plus proche. « Passe-moi le problème. » Ils passèrent 1 heure à travailler ensemble sur le carrelage du couloir, et quand Sekou comprit enfin la solution, il donna une tape enthousiaste sur l'épaule de Malik, oubliant complètement que c'était le patron de sa sœur, l'homme que tout le monde appelait Monsieur Diallo avec un respect teinté de crainte. Malik ne dit rien, mais en allant dans sa chambre ce soir-là, il réalisa que sa joue lui faisait un peu mal à force de sourire. Ce fut lors d'un dîner ordinaire de vendredi soir, pendant que Fiona avait cuisiné quelque chose qui sentait divinement bon et que Sekou racontait une histoire de l'école avec les mains comme il faisait toujours, que Malik attendit une pause naturelle et dit qu'il avait quelque chose à dire. Tout le monde le regarda. Le ton était calme mais différent. Fiona posa sa fourchette. Il regarda Espoir directement. Il lui dit qu'il n'était pas quelqu'un qui fait les grandes déclarations ni beaucoup de choses bien en dehors du travail, mais que ce qu'il savait faire c'était s'engager vraiment, pas à moitié. Que depuis qu'elle était là, elle avait changé ce qu'il était, sans essayer de le faire, juste en étant elle-même, et que pour un homme aussi convaincu d'être devenu irrécupérable, c'était le plus grand miracle qu'il connaisse. Sekou, à l'autre bout de la table, avait complètement arrêté de mastiquer. « Je voudrais que tu deviennes ma femme. » Fiona porta une main à sa bouche. Sekou dit, avec toute la discrétion d'un adolescent de 15 ans, « Enfin !» Espoir le regarda longuement, et dans ses yeux toute l'histoire des 2 dernières années passées à la cuisine, la danse, le livre d'économie, les larmes dans le petit bureau, le diplôme, le jardin, les disputes et les rires, sa mère guérie, son frère qui grandissait bien, la grande maison devenue un foyer. Et elle dit « oui ». Simple et direct, comme lui. Madame Connet, qui passait comme par hasard très souvent dans ce couloir ces derniers temps, entendit les pleurs et les rires, s'arrêta, et pour la première fois en 20 ans de service dans cette maison laissa une larme couler sur sa joue sans l'essuyer immédiatement. Le jour du mariage, il y avait 200 personnes, des collègues, des amis d'université d'Espoir, des voisins du vieux quartier de Fiona, des gens simples et des gens importants assis côte à côte parce qu'Espoir avait voulu ça. Pas de séparation. Tout le monde ensemble. Quand elle apparut au bout de l'allée, toute la salle retint son souffle. Elle était belle d'une beauté qui n'essayait rien, naturelle, simple, lumineuse comme elle l'avait toujours été, même entabliée dans la cuisine, même les yeux fermés à danser sur une chanson que personne d'autre n'entendait. Elle marcha vers lui, et quand leurs regards se croisèrent, 2 ans de petits matins, de conversations tardives, de disputes bienveillantes et de rires inattendus se dirent en une seule seconde. Pour ses vœux, Espoir sortit une feuille de sa poche, lissa le papier, regarda Malik, et dit « Tu m'as appris que les gens qui ont l'air les plus fermés sont parfois ceux qui ont le plus à donner. Tu m'as appris que les grandes maisons silencieuses attendent juste qu'on leur apporte du bruit. Et tu m'as appris, sans le faire exprès, que certaines choses ne se méritent pas, elles arrivent, et tout ce qu'on peut faire c'est les accueillir. » Elle plia son papier. J'aurais pu dire d'autres choses. Mais Sekou m'a dit que si je pleurais trop longtemps au micro, il allait se lever pour finir à ma place. Toute la salle rit. Sekou leva les mains en signe d'innocence mais sourit de toutes ses dents. Et Malik, l'homme froid, l'homme distant, l'homme que tout le monde respectait mais que personne ne connaissait vraiment, sourit un sourire immense et entier, le genre qu'on ne peut pas contrôler parce qu'il vient de trop loin à l'intérieur. Ce sourire devenu familier pour ceux qui vivaient avec lui mais encore nouveau pour le monde extérieur, ce sourire qui changeait tout son visage et effaçait les années de froid. La femme qui dansait dans la cuisine n'était pas entrée dans sa vie comme un événement. Elle était entrée comme une évidence, doucement, inévitablement, et elle avait fait ce que personne avant elle n'avait réussi. Elle l'avait ramené à lui-même. Et lui, en retour, lui avait donné les ailes qu'elle méritait depuis toujours.